Alors, notre thème pour cette troisième table ronde va porter sur l'éducation. On va garder l'accent qui a été mis sur le premier mot dans la définition de la table ronde. Ensuite, vous nous permettrez de prendre le pouvoir et de modifier peut-être l'ordre des mots suivants. Quel humanisme voulons-nous construire? La question de l'humanisme, la question des valeurs. La Grèce est la plus belle invention de l'Europe moderne, si vous voulez bien. On verra ça quand la chaleur aura encore augmenté à la fin de notre table ronde, qui sera donc centrée sur ce qui se passe dans la recherche et dans l'enseignement supérieur, sur ce qui se passe dans l'enseignement secondaire, comment redonner de la visibilité, de l'attractivité, de la mobilité à la pratique des sciences de l'Antiquité. On parlera beaucoup de la formation des professeurs, mais beaucoup d'étudiants maintenant ne sont plus nécessairement formés pour devenir professeurs. Alors, je pose juste une question avant de présenter les invités. Est-ce que moi, je peux me passer le micro pour que les invités se passent le micro les uns les autres? Oui. Voilà, il va se faire entendre, parce que je prends de l'expérience. Alors, nous allons parler sous le regard du professeur Michael Reiner, qui vient tout exprès de l'université de Salzbourg, où il enseigne le droit romain et qui va mettre son grain de sel, son commentaire, apporter sans cesse des contrepoints au nom de son expérience d'ancien élève des lycées autrichiens et puis d'enseignant aujourd'hui. Pascal Charbel, je ne sais pas comment vous présenter, il a un café de lettres classiques et une agrégation de lettres modernes, à moins que ce soit exactement l'inverse. Il a enseigné longtemps en classe préparatoire, mais pas dans n'importe quel endroit. Enfin, le meilleur lycée, entre guillemets, de la Seine-Saint-Denis, et il a fait beaucoup d'expérience en classe préparatoire, Père Schweitzer au Vinci. Christine Guimonet est secrétaire générale de la vénérable association des professeurs d'histoire-géographie, et après avoir enseigné à Laon, ancienne capitale de la France, enseigne maintenant au lycée Pissarro de Pontoise, et nos deux professeurs de l'enseignement supérieur ont elles aussi une longue pratique de l'enseignement secondaire, puisque Sylvie Pitia a tenu des amphithéâtres de chaudronniers dans des lycées technologiques naguère, et Emmanuel Pierre, avant d'être professeur à l'université d'Aix, Marseille, en langue et littérature grecque, a longtemps enseigné dans le secondaire, notamment en collège, dans des conditions qui n'étaient pas nécessairement faciles, puisque rien n'a jamais été facile dans l'enseignement, notamment quand il s'agissait de l'enseignement dans les milieux populaires, et personne parmi vous ne peut revenir à une situation antérieure qui aurait été idéale. Alors, premier point, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Pascal Charvet, dans les sciences de l'Antiquité, dont vous dites qu'il faut qu'on les pratique, mais ça se fait naturellement à 360 degrés dans le dialogue, les regards croisés entre disciplines. Écoutez, je crois que, effectivement, plus que jamais, les humanités, enfin, avec leur fondement latin-grec, ce n'est pas que le latin et grec, c'est aussi ce qui constitue les humanités, c'est-à-dire aussi bien, j'allais dire, l'histoire, la philosophie, les lettres, je mettrais même les sciences aussi, mais jamais sans cette profondeur que donne la dimension, j'allais dire, à la fois linguistique et historique du latin et du grec. Ça, c'est le premier point. Alors, pourquoi est-ce que c'est particulièrement d'actualité? Eh bien, parce que ce n'est pas un vain mot que de dire que les dernières évaluations que nous avons connues, que ce soit l'enquête Peirce, que ce soit, j'allais dire, les autres, PISA ou autres, montrent que notre système ne va pas bien. Notre système éducatif ne va pas bien. Et ce n'est pas les professeurs qui sont à mettre en cause, bien évidemment, ce ne sont pas les élèves qui sont les mêmes dans les autres pays d'Europe. Donc il y a bien un problème de méthode, de formation
qui ne fonctionne pas bien. Je crois qu'il ne faut pas là-dessus avoir un déni quelconque. Et je dirais surtout qu'à un moment où, visiblement, enfin, je prendrai l'expression des lois de licence, c'est-à-dire ce tout monde, où les cultures s'interpénètrent, où nous sommes dans un métissage permanent, il est fondamental, non pas de retrouver, parce que l'idée de Racine serait absurde, puisque nous sommes une mosaïque de Racine, mais c'est de retrouver un peu de connaissance de soi, permettre aux élèves, grâce à cet apport des humanités nourries par le latin et le grec, d'avoir une meilleure compréhension, je dirais, de leur relation au monde et au savoir. Et ça, c'est liminaire, et sur point, si vous voulez bien, oui. On va y venir tout à l'heure, mais votre expérience, non pas d'ancien inspecteur général, oui. Non pas d'homme d'influence aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale, mais tout simplement d'ébéniste. Oui. Alors un jour, vous allez voir le professeur Jean Yoyotte, égyptologue de très haute réputation, et vous vous êtes permis, imaginez, de travailler avec lui, de lui apporter votre modeste collaboration. Vous avez senti que les disciplines n'étaient pas si poreuses que ça. Écoutez, alors, puisque vous me posez la question, je réponds très simplement là-dessus, et ça correspond, enfin, c'est tout à fait en écho à ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Luc Fournet, bien évidemment. C'est que je suis allé voir Jean-Luc Yoyotte en tant qu'helléniste pour traduire le voyage en Égypte de Strabon, chose que nous avons faite ensuite. Mais au moment où je l'ai rencontré, Jean, à l'époque, m'a dit « Je ne peux pas, revenez me voir, et puis qu'on échange. » Donc je suis allé le voir régulièrement toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine. Il me donnait des livres, et puis après il me dit « Vous pouvez y aller tout seul. » Et au bout de 6 mois, avec énormément de générosité, ayant passé son savoir et m'ayant fait comprendre qu'on ne pouvait pas regarder, et c'est vrai pour les historiens tout autant, on ne peut pas regarder un texte de cette époque, évidemment, si l'on n'a pas un savoir partagé. Et lui, ce qu'il a demandé de moi, c'est que je puisse, même s'il connaissait bien le grec, pas apporter autant que je pouvais, mais quand même, c'était, si vous voulez, de pouvoir travailler et faire dialoguer à la fois l'autre versant, le versant indigène où il était légitime, parce qu'il n'y a jamais eu, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, dès qu'on commence à travailler sur ces périodes, j'ai travaillé aussi sur l'un, il n'y a pas, si vous voulez, de bloc. Ce choc des civilisations n'a jamais existé. C'est des légendes. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus complexe, ces métissages ont toujours existé. Or, ce que je constate, parce qu'on va revenir tout de suite aux humanités, c'est ce qu'on apprend dans le travail d'humanisme. L'humanisme, c'est ça, c'est savoir croiser, dialoguer avec une autre culture. Et dans notre enseignement... Non mais on va tout à l'heure de l'enseignement secondaire. Je sais que votre expérience d'inspecteur général vous occupe Non. Qui est bien resté sur ce que vous dites sur le thème des mots. Rien n'est plus important que les mots, l'espace entre les mots, le fait que les mots soient intraduisibles, il faut regarder face à face les langues anciennes et la langue d'aujourd'hui. J'aimerais que vous racontiez toutes les deux, Emmanuel Terre et Sylvie Goutiat, comment il vous est arrivé de travailler ensemble. Comment c'est, Emmanuel Terre? Oula, ce serait une longue histoire. Mais, parce qu'elles ne vont pas être d'accord tout à l'heure. quand même collaboration commune. Oui, nous avons autrefois travaillé ensemble dans un groupe qui s'était constitué à Aix-en-Provence et qui avait pour particularité de faire travailler en commun et non pas côte à côte. Je crois que c'était là l'originalité des philologues, des latinistes, des hellénistes, des historiens de la Grèce, des historiens de Rome. Et nous avons et un archéologue aussi. Et nous avons vraiment travaillé ensemble, et non pas comme on fait souvent côte à côte, c'est-à-dire avec chacun son domaine réservé, ceux qui traduisent, ceux qui commandent, ceux qui apportent leur pierre à l'édifice, mais ensemble du début à la fin, depuis l'établissement du texte. Des exemples qui feraient image. Barbara Cassin, qui vient d'être élue à l'Académie française, racontait comment elle était jeune et qui commençait à faire des versions. Son père, qui voulait la former, allait racheter au quartier latin dans toutes les librairies, toutes les versions possibles, toutes les traductions possibles. Il mettait ça sur la table pour qu'elle comprenne d'emblée le jeu et la difficulté qu'il y avait dans l'échange des mots. Oui, alors, disons une anecdote. Oui. Un vieux souvenir. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, il a fallu roder une méthodologie, ce qui n'était pas facile parce que nous arrivions avec des méthodologies différentes. La réaction des historiens, c'était « vous nous cassez les pieds avec vos T, vos cailles, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait un mot de plus ici ou qu'il y
qui est un mot de moins là. La réaction des philologues, c'était de dire mais vous nous cassez les pieds avec votre bibliographie à toujours vouloir voir les choses en temps, partons du texte. Il y a eu quelques tensions au début, mais qui ont fini par se résoudre. Enfin, je pense. Ça formait sur quoi? Sur quel texte? C'était à l'époque une partie des Antiquités romaines de Denis Delganis. Et votre souvenir? Mon souvenir, il est très bon d'ailleurs, parce que ce travail en commun continue d'exister et c'est une des richesses de notre métier, mais je pense qu'il est d'autant plus fécond que précisément nous n'avons pas fait table rase de notre identité disciplinaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus en essayant de trouver un plus petit commun dénominateur. Nous sommes venus avec l'épistémologie de notre discipline, avec les questions que nous posons à la documentation, même si nous avons en commun un souci et une démarche qui finalement est celle de l'herméneutique des textes. Nous étions là avec notre identité de philologue, d'historien, d'archéologue. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu un paradoxe d'être dans des états généraux de l'Antiquité. Je n'ai pas connaissance que nos amis médiévistes fassent des états généraux du monde médiéval, ou que les collègues des temps modernes fassent l'équivalent. Un peu comme s'il y avait une spécificité. On parlait tout à l'heure de science de l'Antiquité, c'est une expression qui fait difficulté. L'organisation classique en sciences de l'Antiquité est choisie dans certains pays, pas dans tous. Les historiens de l'Antiquité en France sont avec les autres historiens, et je fais partie de ceux qui pensent que c'est très bien comme ça. Ça ne nous empêche pas de discuter avec les philologues ou d'avoir une définition de la philologie plus proche peut-être de la définition allemande du XIXe siècle que de la définition française. Mais je crois vraiment que nous devons prendre garde dans notre discussion à ne pas nous enfermer dans une discussion qui porterait exclusivement sur les langues. D'abord parce que ces langues, ça a été rappelé tout à l'heure, elles sont multiples, c'est du latin et du grec, ce n'est pas que du latin et du grec. Et puis aussi parce que même si nous sommes soucieux d'acquérir les compétences dans les langues dans lesquelles sont écrites nos sources ne sont pas que des sources écrites chez les historiens. Et nous travaillons aussi sur la documentation matérielle avec les archéologues, avec les historiens de l'art, etc. C'est sûr que donc, archéologue. Voilà, donc. Et si on posait la question de l'enseignement d'archéologie dans le secondaire, on va peut-être le faire tout à l'heure, on ouvrirait de vastes champs possibles. Mais vous n'arrivez pas à dire qu'à l'image de ce qui se passe sur les plages de la Méditerranée, le fait d'être des galères qui se battent les uns contre les autres, qui s'arrondissent à force de se frotter les uns avec les autres, c'est quand même un avantage formidable. Ah mais c'est un avantage formidable. Nous travaillons ensemble parce que nous sommes à peu près d'accord sur rien. C'est ce qui est d'ailleurs le plaisir que nous avons à travailler ensemble. Mais je ne pense pas, quelle que soit la satisfaction intellectuelle que nous en tirions, que nous soyons en cela très différents de ce que sont mes collègues médiévistes qui travaillent avec des spécialistes de littérature médiévale. Nous travaillons avec des historiens du droit et mon voisin va en dire un mot. Parlez-nous de votre travail avec les historiens du droit, parce que votre passion, ce sont les textes les plus connus du Cicéron. Oui, mais. Le droit, la fiscalité. Oui, ce sont des sujets. Moi, je trouve très rigolo. Mais voilà, chacun ses versions. Les historiens du droit, Emmanuel Chevreau a ouvert la discussion hier, et Michael va la poursuivre. Ce sont nos frères dans le domaine du droit. Nous avons des textes en commun, des méthodes qui ont leur spécificité, mais nos zones d'intersection, notre enrichissement mutuel. Nous avons besoin les uns des autres, comme nous avons besoin des philologues. C'est l'avantage des disciplines historiques, c'est d'être finalement au carrefour d'une constellation de disciplines. Et c'est vrai en Antiquité, c'est vrai dans les autres périodes. Et nous avons aussi la chance d'enrichir notre travail des sciences jeunes et ne pas rester enfermés dans des croisements de disciplines qui seraient fossilisés depuis un siècle. Et ça, je crois qu'il faut aussi qu'on le remette en avant dans le débat. Et moi, je suis parfaitement d'accord, et je voudrais seulement ajouter en romaniste allemand quelques mots, disons, sur la discipline, parce que le droit romain était le droit, disons, positif de l'Europe, jusqu'au moins aux codifications. C'est-à-dire, normalement, ceux qui s'occupaient du droit romain étaient des juristes praticiens.
et seulement, disons, des tendances minoritaires, surtout en France, c'est la fameuse école de Bourges, que Jass surtout, qui se sont occupés aussi des textes. C'est-à-dire, c'était des humanistes dans le sens d'être philologues. Seulement, après, disons, l'introduction des codes, on a pu observer d'une manière plus nette l'historicité du droit romain. Et alors, lentement, très lentement, surtout en Allemagne, les experts du droit romain sont devenus encore des historiens, finalement. Bien que nous tous, en Allemagne, en Autriche, il nous faut encore enseigner, à côté du droit romain, le droit civil positif, c'est-à-dire le temps que nous avons à disposition pour nous occuper de l'histoire et, disons, pas très grande, si vous voulez, mais encore en historien, nous avons besoin de l'interdisciplinarité, de dialoguer avec nos collègues historiens, avec nos collègues philologues, historiens, surtout les historiens de la politique, de la philosophie et de l'économie. C'est pratiquement absurde que jusqu'à nos jours, personne, très peu de romanistes, se sont occupés avec des experts d'économie du droit romain. Et c'est la raison pour laquelle je suis si heureux qu'on a organisé, qu'on a créé ces états généraux de l'Antiquité. Et je crois que nous romanistes, pourrions donner une contribution, je ne dis pas fondamentale parce que je suis romaniste, mais en tout cas une grande contribution à ces états généraux. Et c'est fait, donc on comprend qu'à la base il y a l'échange. Maintenant, le volet que nous avions prévu d'aborder, que brûle d'aborder Pascal Charvet, c'est l'enseignement secondaire. Christine Guimolessi, si on faisait un cours, on passerait à ce qu'a dit le professeur Rainer. Il vous arrive de donner de l'épaisseur historique au droit pour vous en parler en école tout à l'heure. J'espère. Modestement, à vos élèves. Modestement, j'espère, parce que moi je suis historienne de formation, antiquisante de formation, quand même j'ai travaillé sur toutes les périodes, je mange le micro. Et il y a quand même une chose à laquelle je pense et que je voudrais dire, c'est que faire de l'histoire et enseigner, c'est expliquer aux élèves et le faire soi-même que je me lève le matin en me demandant qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui, je ne sais pas encore. Et la table ronde précédente, c'était un exemple parfait de ça. Moi qui ai lu des bouquins, lu des articles, écrit des articles, je me forme tout le temps, je m'auto-forme. Et une simple table ronde avec des archéologues, des historiens, même pour quelqu'un qui est en activité dans l'enseignement, c'est toujours un plus et pétillant, et ça c'est bien. Alors dans l'enseignement secondaire, on ne fait pas de droit en histoire. On en parle un petit peu quand c'est nécessaire, mais depuis quelques années, il y a une option qu'on appelle droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale, où on travaille un petit peu sur le droit. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas dans cet enseignement un tout petit chapitre d'histoire du droit pour que les élèves comprennent que chaque société produit ses systèmes juridiques. Et quand je leur donne l'exemple du Code d'Hammurabi, qui est très très ancien, avec des petits extraits, donc ça peut être un petit peu violent, il y a des châtiments corporels. Et donc ça leur permet déjà de comprendre qu'on ne doit pas plaquer sur le passé nos préoccupations contemporaines, parce que le souci permanent qu'on a en histoire, c'est de ne pas faire de l'anachronisme et de ne pas plier le passé à ce que nous, dans notre présent, on voudrait en faire. Il y a ça qui est important, et aussi le fait que faire de l'histoire, parce que c'est surtout à ça que je suis attachée, en dépit de toutes les passerelles qu'on peut ouvrir avec les langues, c'est que faire de l'histoire avec des élèves, c'est
On en parlait hier, on est dans un présent de l'immédiateté, du zapping, où il faut réserver des temps disponibles cérébraux pour la pub, pour la consommation. Faire de l'histoire, c'est se poser. On va se poser pour réfléchir, pour chercher, prendre du temps pour travailler, on va se décentrer. Et c'est difficile avec les élèves de leur faire comprendre ça. Se décentrer pour réfléchir, comprendre ce qu'était le passé, que le passé, ça n'est pas le présent, que les deux, c'est clair, et qu'on va s'enrichir en essayant, pas forcément de se mettre à la place des hommes du passé, parce que c'est difficile, mais de comprendre qu'on est tous le produit de multiples héritages. Je leur fais souvent la comparaison avec ce biscuit que vous connaissez tous, qui s'appelle le gâteau napolitain, avec les différentes couches, et en fait on a l'impression que chaque couche ne communique pas avec la précédente. Bon, ça c'est pour expliquer la succession des périodes et les successions de civilisations. Et avec ce qu'on disait avec la table ronde précédente, en fait c'est pas cet exemple-là qu'il faut leur donner, c'est pas le napolitain, qu'il ne faut pas considérer parce que c'est un acide hydrogéné, donc c'est pas bon, mais plutôt le concept c'est gâteau marbré. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une couche de civilisation, d'histoire, de culture, elle s'imbrique d'une manière assez subtile avec la précédente et avec la suivante. Mais la préoccupation de la généraux, c'est la sensibilisation, la visibilité, sensibilisation à l'antiquité. Donc je fais peut-être appel à des souvenirs remontant à très loin. Je pense qu'on avait les mêmes. Les élèves sont plus sensibles à l'antiquité peut-être qu'à des époques plus récentes. Alors, je suis une ancienne élève qui doit avoir 50 ans maintenant, qui me racontait, monsieur en 6e, on avait fait un journal, on avait appelé ça The Zeitung, parce qu'on faisait déjà de l'allemand. Elle s'en souvient précisément, et moi j'ai le souvenir précis, cette classe de 6e, qui était près de Londres. On aurait pu faire l'Égypte pendant la moitié de l'année. Oui, parce que c'est un moment en fait où les enfants arrivent de l'école élémentaire au collège, ils sont encore curieux, ils ne sont pas encore blasés. Et les chapitres sur l'Antiquité, souvent ça les passionne, normalement les Égyptiens ça ne s'étudie plus. Moi quand j'étais élève, c'est comme vous, je n'ai eu l'histoire ancienne en 6e. Au lycée, je n'ai fait que de l'histoire contemporaine à partir de la Révolution. Et heureusement, depuis quand même quelques années, on a eu un retour de l'histoire ancienne au lycée. Et je milite très fortement pour, parce qu'on a de l'histoire ancienne en seconde, on a un chapitre sur la Grèce et un chapitre sur Rome, avec un prisme très particulier dont je vais dire quelques mots. Et je pense qu'en dépit de tout ce qui concerne la périodisation, on étouffe littéralement au lycée sous le poids de l'histoire contemporaine, pour laquelle j'ai un intérêt très marqué, mais l'histoire ancienne est intellectuellement formatrice, beaucoup plus que ce qu'on croit. Je peux faire intervenir Pascal Charvet qui, lui, au nom de son analyse d'assez longue durée de l'enseignement, cette conclusion, il y a eu une guerre de l'histoire contemporaine contre l'histoire ancienne, il y a eu une guerre du ministère, peut-être, contre le grec et le latin, et ils ont trouvé cette chose. Disons que parler de guerre, c'est peut-être excessif, mais ce que l'on sait bien, c'est qu'il y a eu, j'allais dire, disons oui, une sorte de combat idéologique, parce que le latin et le grec, effectivement, paraissaient l'apanage, voilà, ça ce sont des choses que nous traînons encore, je veux dire, de manière absolument scandaleuse, parce que ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Je dirais un mot sur l'enseignement, et ensuite c'est bien l'inverse, au contraire. Mais nous avons payé ce tribut, et en France, beaucoup plus que dans d'autres pays, ce qui fait que la situation de notre enseignement par rapport aux autres pays d'Europe s'est trouvée en très grande difficulté. Nous avons construit, et je renvoie aux apélistes de René Balibar là-dessus, nous avons construit l'enseignement du français contre l'enseignement du latin et du grec. Nous avons aussi, pour l'histoire, diminué dangereusement la part de l'Antiquité, et je dois dire que sur ces sujets, je suis absolument formel. Je me suis moi-même étonné lorsqu'on a voulu monter, on avait travaillé une agence qui a fait une enquête tout à fait désintéressée pour voir quels étaient les intérêts du gosse, mais c'était fait dans cette côté de Sartreville. Eh bien, arrivé à l'âge, disons, de la 6e, 5e, jusqu'à la 4e. Ce qui arrivait au premier, c'était la mythologie. Ça, c'est une chose, bien sûr, que tout le monde sait. Mais le second point qui arrivait tout de suite derrière, c'était l'histoire des mots. Je donne cet exemple parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Pour le droit, ne pas voir ce qu'est l'épaisseur, j'allais dire, du droit romain. Ne pas comprendre que le droit romain s'est fondé sur des choses très concrètes, au point que même,
dire la dette, c'est l'argent que tu as dans ta poche, c'est énorme. Enfin, on est, si vous voulez, on est vers des choses qui peuvent parler aux enfants, aux élèves, pardon, et qu'on n'exploite pas. Pour les mots, c'est la même chose. On a bâti l'enseignement des mots en dehors, parce qu'il fallait bâtir, si vous voulez, à tout prix, en dehors de l'histoire des mots. Il ne s'agit pas d'infliger aux enfants des cours d'étymologie, c'est pas cela. Mais ne pas faire comprendre à un enfant qu'un mot a une histoire, que le langage est un grand corps vivant qui évolue exactement comme notre organisme, de la même manière, qui se multiplie, qui se refait, qui mute, et ne pas voir ça avec des exemples simples. Par exemple, eh bien, je peux prendre tout simplement la racine mince, si vous voulez, même de l'indo-européen, sans entrer dans le détail de la racine. Nous allons arriver à mentalité, à toute une famille de mots. Et ce que nous faisons en ce moment, par exemple, et ça, évidemment, les gens ont du mal à comprendre que les enfants sont modernes. Nous l'avons commencé dans les classes de Bernoulli avec Romain Renucci qui les fait travailler sur les mots, évidemment plutôt du corps, vertébraux, sacro. Mais les enfants finissent par comprendre les mots. Parce que ce que nous ne comprenons pas ici et ce qui m'irrite un peu, c'est les sourires qu'on peut avoir là-dessus. Pourquoi? Parce que Hans Wiesmann l'a bien dit, le bagage lexical des enfants des banlieues, il est si limité qu'aucun progrès, et c'est pour eux que je suis revenu sur cette mission, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir si les mots ne sont pas compris. Alors on peut toujours dire travail, si vous voulez, quand les exercices sont conçus dans le primaire, dans une synchronie qui a éliminé toute diachronie, synchronie simple, on utilise la langue d'aujourd'hui, et on suppose qu'avec des exercices à trous, ils vont comprendre. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Tout scientifique vous expliquera que l'exercice à trous ne fait que vérifier un peu les connaissances. Or, nous utilisons ça comme mode d'acquisition. Ne nous étonnons pas si nous avons les plus mauvais résultats. D'Europe, nous n'avons pas de dernier. Je parle de la compréhension du mot. Donc, le recours a un sens, si vous voulez, à tout simplement l'histoire vivante d'un mot raconté à travers un arbre, avec l'arbre des mots, si vous voulez, en français, mais européen aussi systématiquement, permet à l'enfant de ne pas apprendre de manière ponctuelle et anecdotique, mais bien au contraire, dans un ensemble, par bloc, si vous voulez, et d'avoir une progression cohérente dans ce qui, pour un enfant qui, pour en avoir eu pendant des années et des années des élèves de ce type, eh bien, ça leur donne, j'allais dire, une vision cohérente de cette jungle qui est quand même le langage pour eux. et les mots de toute la Méditerranée, je ne peux pas reprendre le débat qui a précédé, mais bien sûr, alors, bien évidemment qu'il ne s'agit pas. Alors, il se trouve que notre langue est faite à 80% effectivement de latin et grec, et que ça s'accroît chaque jour, puisque, évidemment, aussi bien les Anglais, surtout les Anglais, empruntent au latin pour la langue du numérique, c'est à 80%, et on crée chaque année de nouveaux mots. Mais c'est évidemment les autres langues, bien entendu, des mots comme orange, café. Il faut qu'on montre aux enfants que la langue s'est faite à travers des croisements, et bien évidemment, même si c'est plus important pour le latin grec, il ne s'agit pas de nier, et au contraire, on leur enseigne bien sûr tout cela. Oui, ce que mon voisin vient de dire est fondamental, qui enseigne maintenant en banlieue parisienne. La circulation des mots, c'est fondamental pour que les élèves puissent faire circuler les mots. Il faut qu'ils en aient beaucoup, qu'ils en connaissent le sens, et on ne peut pas travailler en histoire avec des élèves qui ont un champ lexical qui est très faible, et je pense qu'on peut parfois sous-estimer énormément les difficultés que peuvent avoir certains élèves pour s'exprimer oralement, bien parler, dire quelque chose qui a du sens, et ensuite l'écrire. Bon, moi je suis extrêmement en colère contre la politique des textes à trous, parce que... Expliquez au professeur Reiner et à moi, accessoirement, ce que c'est que ces textes à trous. Ce sont des textes où en fait on va demander aux élèves de remplir les blancs avec des mots. Bon, quand j'impose à mes élèves en seconde de faire du travail d'écriture, il faut écrire longuement, d'abord pour noter le cours, travailler, écrire soi-même à partir de différents documents que je leur donne avec une consigne globale pour qu'ils puissent travailler. Au bout d'un moment, il y a le poignet qui fatigue. Mais, là, on commence. Donc, vous allez écrire de plus en plus. Oui, mais avec monsieur machin, dans le collège Bidule, on avait des textes à trous. Bon, là, tout de suite, je m'énerve un peu. Et en fait, chaque chapitre d'histoire avec le titre qu'on va mettre dans la leçon commence par décortiquer les mots du titre. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce qu'on va parler? Donc, en fait, il faut leur faire trouver le sens des mots, mais l'origine des mots, d'où est-ce que ça vient? Leur faire trouver des mots de la même famille, leur faire trouver des synonymes, parce que plus ils ont de mots pour s'exprimer, plus ça va être facile pour eux, et plus ils
suffisamment à l'aise pour parler et pour écrire. Et en fait, le travail sur la circulation des mots, c'est en histoire leur faire comprendre qu'un mot utilisé dans l'Antiquité, par exemple tyran, dictateur, n'a pas le même sens qu'au XXe siècle. Donc on ne peut pas faire des plaquages et des comparaisons qui n'ont pas de sens. Et en second, on les fait travailler sur le concept de citoyenneté, donc à Athènes. Et ensuite, il y a ce thème citoyenneté et empire avant. Bon, c'est très séduisant, on fait des focales. Mais c'est très difficile de travailler pour des élèves sur un temps limité, donc fatalement je déborde, parce que comment est-ce qu'ils peuvent travailler sur des concepts qui sont un petit peu complexes, en faisant des zooms là sur les institutions, quand ils n'ont aucun bagage historique et culturel plus large sur ce que c'est que l'histoire générale du monde grec, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Rome et de l'Empire romain, leur souvenir remontant à la 6e. Donc citoyenneté et empire, au deuxième et du premier au 3e siècle après Jésus-Christ, c'est très gentil comme thème. Mais avec des élèves qui n'ont pas de savoir historique, c'est embêtant. Et moi, je ne vais jamais prêcher pour l'encyclopédisme dans les programmes scolaires, parce que je pars du principe que faire du saupoudrage et parler un peu de tout, c'est le meilleur moyen d'obtenir une dilution, une disparition des savoirs. Moi, je préfère moins de thèmes et plus de temps pour les travailler, et c'est comme ça qu'on va avoir ce que j'appelle de la connaissance durable. Et pour faire de l'histoire comme il faut, et pas que de l'histoire, si je veux pouvoir expliquer à mes élèves quand ils font des mathématiques, l'histoire des mathématiques, qui est Thalès, qui est Pythagore, faire des passerelles avec les autres disciplines. Bon, il faut avoir du temps pour ça. Il faut du temps, il faut des heures qui sont en nombre suffisant. Il ne s'agit pas de donner aux élèves 50 heures par semaine. Et on est aussi dans la théorie de l'irrigation. Bon, la culture antique, elle nous irrigue jusqu'à aujourd'hui, des pans entiers des domaines des sciences. Mais il y a aussi une circulation, et ce que je vais appeler un cercle vertueux. Si on ne fait pas de latin, de grec, et du vrai latin et du vrai grec, pas des bidouillages où on n'étudie pas la langue. Moi j'ai un mari qui est professeur de classique, il fait de la langue, il fait de la civilisation, il arrive déguisé en pitre, ses élèves adorent ça, mais il fait de la langue, il fait des versions, il fait du thème. Bon, il faut faire des choses ambitieuses, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut élever les gosses vers la connaissance. Et on est dans une société qui ne voit passer que des émissions de télé débiles, une focalisation sur l'argent. Il faut penser à une chose qui est fondamentale, c'est que quand on n'a pas de patrimoine mobilier et immobilier, son savoir, c'est le seul patrimoine qu'on pourra faire fructifier. Et il y a des gosses qui ne vont acquérir ça qu'à l'école. C'est avec nous qu'ils vont au musée, voir les vases grecs, quand je leur apporte des monnaies anciennes, parce que j'en ai quelques-unes, et là, voir l'objet historique, le document historique, le vrai, c'est comme un contrat de mariage de l'Ancien Régime, parce que j'en ai aussi à la maison, ça change plein de choses que de les voir sur une version papier. Donc, pour qu'on puisse avoir une recherche universitaire de grande qualité, on a une école d'histoire ancienne en France, qui collabore avec les écoles d'histoire ancienne étrangères. Il faut qu'on ait des heures d'histoire ancienne dans le secondaire pour que les élèves puissent avoir envie d'en faire dans le supérieur. Et donc, il ne faut pas sécher les vies. On va parler de ce ça c'est très... Et pourquoi les gosses, vous utilisez le mot, vous ne déguisez pas, ils peuvent avoir besoin de ce que vous apportez dans le domaine de l'enseignement de l'identité. Il y a une école d'utilisme, entre guillemets. Est-ce que vous en êtes ou c'est autrement qu'il faut raisonner? L'école utiliste, de temps en temps, il faut savoir être inactuel et ne pas tout prendre par un prisme de l'utilitarisme. On a besoin de faire de l'histoire pour ce que c'est et d'acquérir des connaissances pour elle-même. Parce que finalement, celui qui est un petit peu plus cultivé dans ce monde qui est très difficile, il saura plus de choses et il arrive peut-être mieux à se débrouiller que celui qui est moins instruit. Bon. Et comment est-ce qu'on peut bien comprendre le monde dans lequel nous sommes si on ne remonte pas beaucoup plus loin? C'est ce que j'appelle tirer le fil. Quand on parle par exemple de la géopolitique du Proche et du Moyen-Orient aujourd'hui en histoire contemporaine, qu'est-ce que les élèves vont comprendre si on ne remonte pas beaucoup plus loin que la fin du XIXe siècle? Quand je travaille sur la colonisation et la guerre d'Algérie, je leur donne une chronologie qui démarre dans l'Antiquité. Parce qu'on a une superposition de couches, là où les gouverneurs
idéologues refusent le gâteau marbré et refusent une partie des couches du gâteau napolitain. Mais je ne veux pas revenir sur le gâteau napolitain parce que ça peut devenir un digeste, mais sur notre formule tout à l'heure, il faut savoir être inactuel. Je crois qu'il paraît bientôt, à la fin des vacances, un livre de Maurizio Bettini sur le thème l'étude de l'Antiquité dans les écoles s'est développée parce que personne n'était sur le dos des professeurs pour leur demander avec insistance à quoi ça sert de créer et d'imaginer. Déjà, ça créer et imaginer, on entraîne son cerveau. On entraîne son cerveau et on n'a pas de discussion sur le numérique, mais il faut prendre le numérique, par exemple, pour des points là très utilitaristes et pas comme une fin en soi. Le numérique pour travailler sur l'Antiquité, moi je vais m'en servir quand il y a un site internet avec une exposition virtuelle sur les femmes en Grèce. Parce que là, ça va donner immédiatement accès à toutes sortes de documents qui permettent aux élèves de comprendre que la situation des femmes à telle période, c'est pas forcément ce qu'on leur a dit que c'était. Bon. L'historien peut faire travailler sur les mythes, mais on ne doit pas enseigner des mythologies. Et mon travail d'histoire, je le respecte toujours, qu'on va déconstruire les mythologies et comprendre que faire de l'histoire, c'est... on est dans un emboîtement de processus, c'est-à-dire que tous les faits ont des causes et des conséquences. Et qu'il faut savoir de quoi on parle, et on ne peut bien parler que de ce qu'on connaît bien. On ne peut pas faire de l'improvisation et des bidouillages à propos d'eux. Sans avoir personne sur le dos, au-dessus de votre épaule. Oui, moi j'aime pas trop qu'on me dise vous devez enseigner l'histoire de l'Antiquité uniquement comme ça m'énerve. Oui, il faut... non, ça se voit comme ça. Ça me rappelle la petite phrase des Goncourt dans leur journal. Alors, soit voilà, l'Antiquité a été faite pour être le pain des professeurs. Il faut faire attention à ça. Hein. Dans les choses qui m'énervent, qui est mes irritations, il y a le fait qu'on vienne vers l'Antiquité sous l'angle du vocabulaire, de la mythologie. Alors ça, vraiment, je suis dans un grand état d'énervement. D'abord parce que la question de l'appropriation de la langue française, elle est le propre de toutes les disciplines scientifiques, littéraires, des sciences humaines. On n'a pas le monopole de telle ou telle partie des lettres ou des sciences humaines. Et puis, curieusement, je n'ai pas souvenir qu'on ait demandé aux jeunes ou aux consommateurs d'éducation ou à leurs parents s'ils préféraient la mécanique des fluides, la chimie organique, la physique quantique ou ces choses-là. Et là, pourquoi on leur demanderait s'ils préfèrent la mythologie? Ça n'a aucun sens. Excusez-moi, ça n'a aucun sens. Voilà. Là, les choses sont bonnes. Alors, la question des programmes, elle est autre. Et dans la question des programmes, ce à quoi tiennent absolument les historiens, c'est à l'amplitude chronologique, à une approche des aires chronoculturelles qui n'en néglige aucune. C'est vrai dans les programmes du secondaire, c'est vrai aussi dans le recrutement des professeurs, et je ne peux que redire ce que les sociétés savantes, les associations d'historiens clament un peu en pure perte depuis plusieurs années. Nous tenons à la présence des 4 périodes au CAPES, histoire et géographie. C'est fondamental. Les intérêts des élèves sont un paramètre, on n'est pas là pour les ignorer complètement, mais nous ne sommes pas là, nous n'avons rien à vendre, et nous ne sommes pas là pour nous déterminer sur un certain nombre de choix qui susciteraient une sorte d'adhésion plus ou moins spontanée au nom de la facilité, une certaine forme de démagogie. Moi, j'ai fait du latin pendant longtemps, enfin encore, et puis finalement, j'ai dû comprendre assez tard, c'était peut-être la 4e ou 5e année de fac, que finalement, c'est ça que j'aimais. Je ne saurais encore pas vraiment bien dire pourquoi. Hein, on aime les choses. Mais c'est pas très grave. Voilà. Le grec, je l'ai commencé dans l'enseignement supérieur, parce que j'appartiens, je suis pas très spécimen de la jeunesse, mais il faut arrêter de dire aussi que c'est affreux, c'est une catastrophe, on ne peut plus faire de grec et de latin ensemble dans les collèges et les lycées. Dans ma génération, on ne pouvait déjà pas faire de grec et de latin au collège et au lycée en même temps, c'était déjà en concurrence avec la LV2 et c'était déjà en concurrence entre elles. Alors il faut faire les choses bien quand on les fait, et il faut resservir les plats plusieurs fois, il faut pouvoir commencer au collège,
ou bien au lycée, ou bien dans l'enseignement supérieur. Et quand on commence l'étude d'une langue ancienne, on étudie la langue. On n'est pas là pour partager des petits gâteaux autour d'un texte de civilisation. Il faudrait bien évacuer cette civilisation. Ça nous ferait gagner, je pense, en qualité d'enseignement et en crédibilité. On peut étudier des langues, on peut étudier des cultures, on peut étudier une histoire, une philosophie. Voilà. Mais attention à ne pas brouiller les cartes. Nous avons nos spécificités, nos compétences, nos disciplines. Nous pouvons concourir à un même but, qui est globalement la réduction de l'ignorance. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est mon métier. J'ai l'impression que c'est à ça que la République me paye. Mais faisons-le avec ce que nous savons chacun apporter de distinct. Oui, enfin, moi j'aimerais répondre tout de suite parce que là, évidemment, on voit la polémique qui s'installe, mais j'allais dire totalement de manière erronée, pardon de vous le dire, parce que quand je vais la question du lexique, l'action qui est conduite, et une action qui est conduite avec les professeurs d'histoire, avec les professeurs de sciences, puisqu'on va développer sur des sciences, et elle est en direction des classes du primaire, donc des professeurs des écoles, et ensuite vis-à-vis de tous les professeurs, puisque c'est un travail commun. Donc il ne s'agit pas d'un lobbying quelconque du latin et du grec, c'est pas dans les cours de latin et de grec que cela se fait dans les autres cours, parce qu'on s'est rendu compte que pour accrocher au sens du mot, je suis désolé, pour accrocher au sens du mot, j'en prendrai toujours l'exemple de Scrupulus, par exemple, le petit caillou, et un enfant comprend tout simplement mieux que le Scrupulus. Voilà. C'est le sens originel du mot, c'est ce que tous les linguistes montrent très clairement dans l'acquisition du lexique, c'est que c'est le sens originel du mot qui permet de s'accrocher et de comprendre la famille. Alors, on peut aller contre ça, mais ça marche. Ça marche, et c'est fait avec tous les enseignants. Et maintenant, le clivage qu'on voit, il est bien sûr, si vous voulez, cette critique de l'historien qui voudrait renvoyer, sous prétexte qu'on ne ferait plus de langue, mais que de la fausse histoire, que du bavardage dans les cours de littérature, enfin les cours de langue et culture de l'Antiquité, ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que c'est vrai que ça existe. Mais à ce moment-là, je vais prendre des exemples des mauvais profs d'histoire aussi, et puis on n'en sort pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une foule d'enseignants, j'allais dire, de lettres classiques, qui font dans leur cours, je ne parle pas de l'université, mais je parle de leur cours dans le secondaire, qui font un travail à la fois sur la langue, qui n'est pas simple, parce que là où je vous rejoins, c'est qu'on a tué cet enseignement de la langue en imposant les textes authentiques dès la 5e. Personne n'apprend évidemment l'anglais dans Shakespeare. Il fallait que on reprenne, j'allais dire, le latin dans Tacite. Donc ça va être corrigé, effectivement, je le dis clairement dans les nouveaux programmes, mais il n'empêche que la réalité n'est pas celle de classe où on fait des gâteaux, où on fait qu'ils soient marbrés ou pas. Non, il y a quand même encore un certain nombre d'enseignants. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous avez raison, parce qu'au fond, on s'entend bien ce qu'il dit, mais si on va vers le même but, on converge. Il ne s'agit pas de se dénaturer ni de s'altérer. Mais ce qui a été dit tout à l'heure est vrai, c'est qu'il y a un moment où il faut que les connexions se fassent. Et juste une remarque, je ne veux pas nourrir la catholique, mais bon, vous décrivez les séances de Pilato comme vous allez, vous décrivez les séances ici, pourquoi ça fait l'âge, l'effort, c'était un jeu d'affrontement. Parlons de ce qui s'est, paraît-il, transformé récemment, comme vous disait, l'enseignement est en silo. Il faut éviter les silos et on va faire des équipes. Ce n'est pas des gâteaux, c'est des équipes. Oui, ça va. Oui, alors très simplement, c'était un des paradoxes, je dis très franchement, un peu plus honoraire, c'est difficile de le dire. Non, la réforme du collège est partie, il faut le dire, d'une idée qui était celle qu'on pouvait avoir, comment connecter les savoirs. Or, en fait, on a réussi, j'allais dire, c'est pour ça que c'est bien l'image du silo et de l'épi, voilà, j'apprends volontiers, c'est qu'on a conçu des programmes, parce qu'il fallait faire très vite, en silo, et qu'on a eu dans un coin les épis. Or, à l'heure actuelle, les programmes disciplinaires ne peuvent quasiment pas communiquer. Je peux vous donner une quantité d'exemples. L'EPI, c'est des enseignements pratiques interdisciplinaires. Et donc, on a mis énormément de choses dans quelque chose qui aurait pu être structuré peut-être plus judicieusement. Je pense quand même que ça a été fait de manière un peu gribouille, parce qu'à l'arrivée, vous avez des enseignements qui sont monolithiques, et puis des épis où on serait censé jouer à l'interdisciplinarité. Ça n'est pas à cela, et là je vous rejoins complètement, c'est de cette manière qu'on peut faire progresser dans les établissements. C'est beaucoup plus parce que disent un certain nombre de professeurs, c'est par des logiques de projet où chacun, sans se dénaturer mais s'altérer, va pouvoir communiquer et essayer de travailler avec l'autre en sortant de cette logique. Ça fonctionne que par affinité. On
on n'impose pas la logique de projet et l'interdisciplinarité à des gens qui n'ont pas envie de travailler ensemble, avec des thématiques qui ne sont pas forcément adaptées. C'est pareil pour les TPE, il y a toujours des choses très ambitieuses, avec des élèves qui n'ont pas forcément les moyens intellectuels de faire les choses. Et si les réformes étaient quand même un petit peu mieux pensées, en accord avec les gens qui ont les mains dans le cambouis sur le terrain, il y aurait peut-être moins d'absurdité, parce que c'est quand même important. Et lorsqu'on parlait des 4 périodes, c'est pas pour créer des polémiques, les 4 périodes de CAPES, mais pour bien enseigner l'histoire, on a besoin d'être bien formé. Comment est-ce qu'on va enseigner des périodes de l'histoire qu'on n'a pas étudiées à la fac? Alors, information dans un instant. Emmanuel. Oui, alors je vais intervenir dans le débat en disant qu'effectivement, je représente ici une discipline qui, à force d'avoir pris des cours depuis 30 ans, mais peut-être plus, a développé une logique de survivant. Nous vivons cela sur le mode de la forteresse assiégée, dans le meilleur des cas, sur celle du radeau de Méduse, dans le pire, et ça déclenche un certain nombre de réflexes, certains qui peuvent paraître irritants à nos collègues historiens, et voilà, la déploration d'un paradis perdu au temps où les élèves lisaient dans le texte bon, paradis sans doute utopique, ou bien encore les longues discussions sur le remède qui va tuer le malade ou la bienveillance qui se révèle de l'euthanasie, ou bien la paranoïa du père gardez-vous à droite, père gardez-vous à gauche qui devient la terreur du coup poignard dans le dos. Enfin bon, ça on le sait bien. Mais en même temps, je crois que cette période de crise qu'a vécu ceux que j'appellerai pour le moment les enseignants de lettres classiques est aussi une formidable opportunité qui a permis une véritable rénovation des enseignements. On n'enseigne plus aujourd'hui le latin et le grec comme on l'enseignait il y a 30 ans. Je dirais même qu'on n'enseigne plus aujourd'hui comme on l'enseignait il y a 5 ans. Et je dirais même qu'on n'enseigne pas aujourd'hui comme nous allons l'enseigner dans 5 ans. Et cette remise en cause perpétuelle de nos enseignements a obligé l'enseignement à être dans l'adaptation, dans la capacité à inventer quelque chose d'autre. Alors, peut-être un peu polémique, moi je voudrais dire, et après tout c'est bien d'être polémique, je voudrais dire que nous sommes maintenant, me semble-t-il, véritablement à la croisée des chemins. Et qu'il est peut-être temps d'en finir avec les lettres classiques. Et là, avant de me faire lyncher par la moitié de l'Assemblée, si vous permettez, je vais expliquer ça en quelques mots. Je dis ça tout en étant convaincu de l'excellence de cette formation qui a été la mienne, tout en continuant à être prête à défendre farouchement bec et ongles les concours de l'enseignement, et en particulier les agrégations de lettres classiques et de grammaire, tout en ayant fait partie de ce jury du CAPES qui, il y a maintenant une dizaine d'années, avait démissionné avec beaucoup de fracas parce qu'il lui semblait que la réforme du CAPES allait mettre en danger le recrutement des enseignements de lettres classiques, et je crains que le présent nous ait donné raison. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que d'une part, cette définition de lettres classiques nous enferme dans un face-à-face avec les lettres modernes et dans la rénovation continuelle de ce vieux combat des modernes et des classiques dans lequel personne n'a rien à gagner et qui de surcroît nous enferme dans la défense d'une tradition. Alors que, comme je venais de le dire, les enseignements de latin et de grec sont aujourd'hui ce qu'il y a de plus moderne, de plus innovant, de plus volontariste, de plus imaginatif. Deuxième raison, le mot lettres classiques ne parle plus à personne. Les générations actuelles ne savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire parler de lettres classiques quand cette filière n'existe plus depuis longtemps dans le secondaire, quand dans le supérieur elle existe au mieux comme un crypto-parcours dissimulé dans une licence de lettres ou bien comme un puzzle qu'il faut aller chercher, quand les étudiants qui nous arrivent de l'étranger ou qui aujourd'hui arrivent par Parcoursup écrivent sur leur lettre de motivation « Je veux faire des lettres classiques parce que j'aime Molière ». On ne va pas leur reprocher d'aimer Molière. C'est très bien d'aimer Molière, ça peut être une bonne entrée dans le latin et le grec, mais voilà. Troisième raison, parce que notre public a changé et parce que les enseignants de lettres classiques sont forts d'une trivalence
qui est peut-être unique dans le paysage de l'enseignement secondaire et même supérieur, une trivalence qui leur est chère, mais ils sont bien plus que cela. Enseignants de lettres classiques, nous sommes à la fois des linguistes, et nous dialoguons avec nos collègues de langue. Nous sommes aussi des traductologues, si je peux dire, spécialistes du passage d'une langue à l'autre, à travers le fameux sacro-saint exercice de version. Nous sommes des interprètes des textes, nous sommes des spécialistes de l'histoire des textes, à la fois du contexte de leur production, des conditions de leur transmission, de leur établissement, mais aussi de leur réception. Nous sommes certes des littéraires, spécialistes de théâtre, de poésie, de beaucoup d'autres choses, mais aussi de textes techniques, de textes scientifiques. J'entendais l'autre jour des mathématiciens nous expliquer qu'ils n'avaient plus personne pour lire Euclide dans le texte et s'intéresser à ce que disait Euclide en grec. Or, un certain nombre de nous travaillons sur ces choses-là. Donc c'est une véritable pluridisciplinarité qui est précieuse, et c'est là que je me sépare de Sylvie. Les historiens avancent toujours en légion avec leurs certitudes, et surtout les historiens de Rome d'ailleurs, qui ont été très formés à cela. Mais nous pouvons paraître irritants, c'est vrai, parce que parfois nous nous raccrochons aux branches, mais cette véritable pluridisciplinarité qui est la nôtre, je crois que l'occasion nous est donnée maintenant de devoir la repenser, de devoir penser l'épistémologie de notre discipline et sa capacité à travailler en collaboration. Alors là, nous sommes... Oui, merci bien. Et donc, la comparaison, c'est toujours une bonne méthode. Et je commence avec une admission. C'est-à-dire, en automne 1966, c'est l'année où j'ai commencé à fréquenter le collège. Et c'était pas en Autriche, mais c'était à Rome, parce que j'étais élève de l'école germanique de Rome pendant 13 ans, et j'ai fait mon bac. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le système d'éducation allemand n'a pas changé dans ses principes fondamentaux. C'est-à-dire ce que fait mon dernier fils actuellement est exactement ça que je faisais il y a plus que 50 ans. C'est-à-dire, et bien que, disons, le système ou l'organisation de l'éducation soit dans les compétences des Länder, les principes généraux sont identiques et ça vaut bien aussi pour l'Autriche que dans ce sens-ci et en autre langue allemande. Donc, il n'y a pas ni collège ni lycée, c'est-à-dire on fréquente l'école élémentaire de 4 ans. Et après, les parents doivent choisir dans quel type d'école envoyer leurs enfants. C'est-à-dire, on a critiqué beaucoup ce système parce que c'est l'âge, ce n'est pas l'âge de la maturité, c'est sur 10 ou 11 ans où il faut faire ce choix-là. Pour ce qui concerne le grec ou le latin, dans les villes majeures, mais aussi dans les villes moyennes, on peut envoyer ses enfants à une école qui s'appelle Humanistisches Gymnasium, c'est-à-dire une école humanistique. Et ça veut dire il te faut commencer avec le latin tout de suite. Et tu feras le latin pendant 8 ou 9 ans.
Tu commenceras avec le grec, et entre le grec et le latin, tu trouveras l'anglais, bien sûr, ou le français, c'est encore le choix. Et après, à 15 ans, il faut, disons, nécessairement étudier le grec pendant 4 ou 5 ans. Alors, le modèle est encore différent avec le modèle français parce que ni le latin ni le grec sont mis en concurrence avec l'allemand, qui est bien sûr une des matières les plus importantes. Et alors, exactement, ce Humanistisches Gymnasium, dans les villes que je connais mieux, c'est-à-dire Salzbourg, où mon fils, effectivement, se trouve à étudier à un Humanistisches Gymnasium, mais aussi les villes de Vienne ou de Munich. Là, normalement, les Humanistische Gymnasium sont considérés les plus valables, les meilleurs. C'est-à-dire, les parents essaient d'y envoyer leurs enfants. Et alors, c'est la raison pour laquelle, au moins dans certaines régions des pays germaniques, et le latin, mais surtout les grecs, sont bien conservés. Et du côté de la formation des professeurs, à laquelle on va arriver avec oui, d'accord. Du côté de la formation des professeurs. Du côté de la formation des professeurs, donc on a la possibilité, si on veut étudier le grec, le latin, de s'inscrire à l'université au cours de philologie classique. Si on fréquente la philologie classique, on peut, disons, on fréquentera, on fera des examens en grec et latin, mais on pourra bien se spécialiser ou en grec ou en latin, ou bien dans les deux. Parce que en professeur de lycée ou de collège, il faut enseigner 2 matières. Alors, on peut enseigner le grec et le latin, bien sûr, mais on peut aussi, disons, au lieu du grec ou du latin, choisir une autre matière. L'histoire, la géographie, l'allemand, l'anglais, le français, qu'est-ce qu'on veut. Alors, Est-ce qu'un professeur de latin et de grec est seulement professeur de latin et de grec ou il peut être professeur d'histoire? Non, théoriquement, oui, mais normalement, il a besoin de 2 matières. Et il est libre de les choisir. Par exemple, il peut faire latin et grec. Il peut faire grec et histoire. vous voyez, il peut faire latin et allemand. Il peut faire grec et allemand. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et je dis rarement, aujourd'hui, c'est la statistique, rarement les jeunes gens choisissent les 2 langues classiques. Parce que, c'est-à-dire, ils préfèrent latin et allemand. Latin, histoire, c'est très commun. C'est très commun. Au grec et français, c'est encore une possibilité. Alors, finalement, ce qui est bien, c'est qu'on va finir sur une note assez optimiste, et je crois que le débat montre que nous sommes une discipline agonistique et que nous aimons ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des sciences de l'Antiquité, c'est un peu pour se battre, pour s'affronter. C'est très heureux, moi je trouve, que mes collègues littéraires envisagent des réformes de leur discipline, pas seulement pour des raisons de nom, d'idéologie ou politiquement correct, mais aussi de penser une forme de capesque, de littérature et etc. Je voudrais dire que les historiens ne sont pas en reste, et que, à mon sens, il faut en finir avec cette pseudo-spécificité de l'histoire ancienne, comme si on se posait en histoire ancienne que des questions qui seraient propres aux antiquisants. Les historiens de l'Antiquité se posent les mêmes questions que les autres historiens. Moi, ce qui m'intéresse avec les étudiants, c'est de savoir pourquoi les gens se font de la guerre pour l'eau. Comment on réfléchit sur des questions de sédentarité, comment on réfléchit, on parlait tout à l'heure de transfert culturel, de l'association de territoire et de peuplement, les notions d'ethnicité, les notions de polémique, etc. Donc, sortons de cette idée d'une fossilisation des questions qu'on se pose en histoire ancienne et qui seraient enfermées dans les questions un peu littéraires qu'on se posait sur la documentation. Mais ne fossilisons pas non plus la formation des professeurs. Non, qui, si bien compris Emmanuel Guerre, pourrait être redistribuée. Redistribuée, mais
moi je ne veux pas me prononcer sur ce que les dettes classiques, et comme ça encore quelques instants, souhaitent, mais je veux dire que du côté des sciences historiques, nous sommes dans un partenariat historique avec les géographes, qui a toute sa raison, mais nous essayons aussi de penser des façons de le faire évoluer, et en particulier l'histoire de l'art. L'histoire de l'art doit résolument être inscrite dans les sciences historiques, et si on veut faire évoluer l'actuel CAPES, et peut-être les agrégations, c'est aussi en pensant à la façon et aux enjeux de l'enseignement d'histoire de l'art et l'enseignement secondaire. Des enseignements d'histoire de l'art qui, à mon sens, ne doivent pas être considérés comme le dérivatif ou le monopole des disciplines artistiques, pas parce qu'on est prof de musique, etc. Faisons... Oui, de l'élargissement et de l'impérialisme. Et de l'impérialisme, disons-le. Mais il n'y a pas des disciplines qui seraient en train d'évoluer et d'autres qui seraient accrochées de façon extrêmement conservatrice à leur périmètre. Nous avons changé d'interlocuteur, nous changeons de questionnement, c'est ça qui fait finalement la modernité dans le texte. Mettons des idées nouvelles, interrogeons de façon nouvelle les textes. Voilà. Des gens pourraient avoir un CAPES en humanité. Ah, je ne vais pas me rester assez de temps pour m'énerver. Là, on sera deux. Voilà. Je dois dire que du côté des sciences historiques, je pense qu'un CAPES en humanité, d'abord ça va nous laisser un peu perplexes, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que cette bête. Je ne sais pas si ceux qui seraient chargés d'y préparer ou de recruter dans ce cadre le sauraient également. Si c'est le mot auquel vous tenez pour vous rebaptiser, ça vous appartient, mais je suis assez prudent sur le choix de ce mot. Personnellement, voilà. Je pense qu'un ancrage disciplinaire, une épistémologie, ça reste quand même une valeur sûre. De toute façon, j'interprète le propos de Pascal Charvet, peut-être de démentir, au point où on est dans le recrutement des enseignants, on a pu les moyens sélectionnés, en fait, ils ne sont pas nécessairement au niveau que les étudiants ou les parents imaginent, pourquoi pas un CAPES retenir. Alors, là je rejoins un peu ce que dit Sylvie, le CAPES humanité, il faudrait se mettre d'accord, parce que dans le mot humanité, on met vraiment à dédier non seulement le latin, le grec, le français, l'histoire également. Bon, je pense plutôt qu'à la CAPES humanité, je ne suis pas sur le développement de multiples CAPES. C'est pour ça que je me rejoins même Sylvie sur l'histoire des arts, c'est qu'on a intérêt, de même que je dirais qu'aujourd'hui, ça choquerait certains, mais je ne vois pas la nécessité de maintenir à terme dans les formations la séparation entre sciences physiques de la Terre et la physique-chimie. Enfin, on a peut-être trop, et là-dessus, en France, de disciplines éclatées. Ce côté monosyllabique qu'on a. Alors, j'insiste au point où on en est de recrutement. Alors, pour l'année de recrutement, l'histoire, absolument, je ne suis pas du tout dans le déni, au contraire, je vais vous dire, ce qui est certain, c'est qu'en histoire, il y a encore la possibilité de sélectionner. C'est vrai. Et ça, il faut le reconnaître. Mais ce n'est ni vrai des lettres classiques, ni vrai des lettres modernes, quasiment, puisque, ce n'est pas moi qui le dis, la lettre dit du CAPES de lettres modernes qu'il n'est plus discriminant comme celui des lettres classiques, d'autres également, mais ce n'est pas le lieu de les évoquer. Donc à partir du moment où effectivement on peut se poser la question du recrutement, et qu'on peut se poser la question des formations, il faut trouver des solutions. Et ces solutions, elles passent plus par un esprit, c'est-à-dire que c'est un nouvel élan intellectuel, et je pense que dans les formations, il faut absolument apprendre à un moment donné aux étudiants ce qui a été dit tout à l'heure, ce que je me ferai, la difficulté qu'il a, me dit-il, parce que c'est très compliqué dans l'organisation des facs aussi, de faire en sorte que les étudiants qui se destinent à la papyrologie travaillent sur plusieurs langues. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas faire l'économie d'un élargissement, d'avoir ces connexions qui commencent à se créer. Et je pense que, vraiment, enfin, si j'avais la main, mais je ne l'ai pas, moi je volerais complètement ce qui a été fait dans le cadre SP, en estimant que les écoles supérieures de professorat de l'éducation nationale, qui sont, si vous voulez, constituées avant tout, non pas de formation disciplinaire, mais beaucoup plus de formation au savoir-être. Qu'est-ce qu'on fait on en fait
dans ces écoles. Alors, ce n'est pas pour faire une critique stupide et rapide. Il y a, si vous voulez, le meilleur et le pire. C'est-à-dire que cette autonomie a fait en sorte que, quand on regarde les Grecs, on va avoir des lieux, on ne peut pas les citer pour faire des palmarès, où il y aura effectivement une formation nourrie et d'autres où il n'y en a pas. Je pense qu'il faut renforcer, mais fondamentalement, sans laisser la possibilité aux universités de décider, parce que le drame, c'est que ça n'est jamais à ce moment-là, je dirais, équitable. Vous aurez des choses formidables, je vais donner des exemples, et vous aurez des universités où il n'y aura pas de formation, quasiment pas. Enfin, pas des universités, des SP. Oui, je reprends le mot tout de suite. Des SP où il n'y aura que 4 ou 5 heures, nous avons pu le vérifier. Donc cette situation n'est pas tenable, elle n'est pas que valable, je dirais, pour, je pourrais donner plein d'autres exemples pour d'autres disciplines. On est arrivé, et d'ailleurs, il faut le dire, les stagiaires disent non à 90% dans les enquêtes qui ont été faites à ce type de formation. Ils ressentent l'absence de formation de didactique sérieuse et disciplinaire qui pourrait prendre une forme beaucoup plus, j'allais dire, accentuée et de début de travail avec, puisqu'ils sont ensemble dans les SP, on sent qu'on commence à les faire travailler un peu sur des sujets comme non pas pour s'altérer. Je crois, comme toi Sylvie ou comme vous, on ne peut pas construire s'il n'y a pas un seul intérêt. Disons, commencer à regarder et à travailler de manière croisée, ça ne peut se faire quand on devient assez sûr. Je donne l'exemple de Jean Yoyotte qui va renforcer pour me dire après, tu peux travailler avec moi. Mais il faut vraiment construire d'abord des bases. Mais on devrait vraiment, enfin, il y a une réforme profonde à faire de l'enseignement délivré dans les SP qui ne peut pas être un patchwork, qui ne correspond plus et qui ne correspond déjà plus parce qu'elles sont toutes récentes. Alors il y a des excuses, mais c'est bon, mais ah oui, alors je parle d'excuses, là, maintenant, on va faire. Fixer des cibles. Je ne sais pas comment distribuer la parole. Emmanuel Kerr. Oui, très rapidement. D'abord. Donc, très rapidement, sur la formation. Alors, sur la formation à l'université, la difficulté, c'est deux publics. Nous formons certes les futurs enseignants de langues anciennes, mais nous formons aussi les futurs historiens de l'Antiquité, les futurs philosophes de l'Antiquité, parce que, c'est le constat général, s'il n'y a plus de latin, s'il n'y a plus de grec, eh bien, il n'y aura plus de spécialistes des sources. Nous nous adressons aussi, et beaucoup, à ce public-là, qui actuellement est la majorité de notre public, il faut bien le dire. Quant au public des futurs enseignants de langues anciennes, il faut bien voir ce qu'est devenue la situation. Nous avons en face de nous des étudiants qui souvent commencent les deux langues, supérieures, qui les commencent de plus en plus tard, puisque les réformes successives ont amené à retarder la formation dite disciplinaire en anoyant d'abord dans ce qu'on appelle aujourd'hui des portails de pluridisciplinarité. Je suis pour la pluridisciplinarité, mais à la fin, pas au début, c'est quand on maîtrise les disciplines qu'on peut faire de la pluridisciplinarité. Et surtout, on nous annonce maintenant à CAPES, à la fin de la 3e année de licence, nous allons avoir des enseignants de lettres classiques actuellement, puisque nous sommes en périmètre classique, qui doivent se former en français, en latin, en grec, et cela, en gros, en 4 semestres, c'est-à-dire en 4 trimestres. 2 ans de formation pour un enseignant est suffisant pour pouvoir ensuite enseigner et passer le relais. Sylvie le disait hier, mais est-ce que les parents accepteraient de livrer leurs enfants à des médecins qui seraient formés, qui auraient une formation disciplinaire de 4 trimestres? C'est formidable, l'éducation nationale de toujours l'exception. Là où l'élévation du niveau de formation est la règle, et bien quand elle choisit un autre chemin. Il ne faut pas donner à nos autorités de tutelle des mauvaises idées qu'elle n'a pas encore eues. Bon. Moi, je veux être assez pragmatique. Tout ce qui nous préoccupe et qui nous occupe là, qui nous intéresse, ça n'a pas à être rentable. On n'est pas dans une société où les humanités, ça doit être rentable. Et on dit toujours que ce qui n'est pas utilitariste immédiatement et matériellement, ça n'a pas d'intérêt. Or, je suis désolée, ici. Ça a un intérêt pour ce que c'est, et parce que c'est ça qui nous enrichit et qui nous permet d'être des gens pleinement humains et cultivés pour tout comprendre dans la vie. Croiser les regards, les parcours, ça c'est très bien, mais uniquement quand on maîtrise complètement sa discipline. Après, les rapprochements
physique, SVT, maths. On ne peut pas avoir, pour penser résoudre la crise du recrutement, parce que ce n'est pas la solution, il ne faut pas confondre les causes et les conséquences, des gens qui vont multiplier les disciplines pour pouvoir ensuite les affecter de manière plus fluide. Et finalement, qu'est-ce qu'on va enseigner en étant spécialiste de rien? Bon, moi, c'est pas parce que j'ai fait du latin jusqu'en local que je sais enseigner le latin. Absolument pas, c'est absurde. Donc, on doit quand même faire. Et ça, c'est pareil. La formation, ça dépend ce qu'on va mettre dedans. La formation, elle doit être entièrement repensée, mais en partant des vrais besoins. Quand vous avez un stagiaire qui arrive en septembre et qu'il a un cours, comment faire son premier cours avec sa classe fin septembre, bon, c'est un peu absurde. Il faut aussi qu'on arrête de penser qu'il y a un clivage entre ce qu'on appelle les pédagogistes. On est tous pédagogues. On ne peut pas enseigner sur les pas pédagogues, c'est complètement débile, sinon il ne faut pas faire ce métier. Et après, il faut être aussi lucide, on ne peut pas enseigner bien ce qu'on n'enseigne pas, et on ne va pas recevoir des leçons de pédagogie de gens qui n'ont pas d'élèves. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut que les choses partent quand même du terrain. Mais c'est pas... Écoutez, l'historien, il ne doit pas avoir des certitudes. Bon, il faut expérimenter un petit peu tout, ça marche c'est bien, ça marche pas, on change autre chose. Et quelque chose qui a marché avec une classe, très bizarrement, parce que chaque classe a son alchimie propre, ben ça va complètement foirer avec une autre. Donc il n'y a pas de recette de cuisine toute faite, les livres de pédagogie où on va tout vous expliquer et qui va s'adapter à toute classe d'élèves, ça n'existe pas. Et en fait, quand je vous dis qu'il faut être pragmatique, c'est aussi une question d'argent. Lorsqu'on remet du latin et du grec après la réforme du collège, il faut quand même savoir qu'il y a des œuvres qui ne sont pas financées de manière spécifique. Donc, moi je refuse la concurrence entre disciplines parce que les collègues de lettres classiques vont devoir convaincre leurs collègues de laisser des heures de marge. Bon, donc quand on veut, de manière claire, permettre à des enfants de faire du latin ou du grec, d'abord il ne faut pas que certains de nos collègues tiennent le discours que oui, le latin, le grec, c'est élitiste, c'est discriminant. C'est de laisser les enfants dans l'ignorance qui est discriminant. Et il ne faut pas laisser penser non plus que parce que certains veulent faire du latin et du grec, ça enlève quelque chose aux autres. Donc il faut que tout soit financé de manière à ce que tout le monde puisse travailler de manière Juste un mot de la formation continue, et je voulais poser une question avant que ça... Oui, la formation continue, je crois que c'est la première fois que j'entends vraiment des appels, et ça n'est pas lié, je veux dire, au latin. Enfin, je veux dire, je suis tout à fait d'accord que vous avez dit sur des heures, mais en ce qui concerne le problème de la formation continuée, c'est le parent pauvre en France. Enfin, je ne veux pas dire, Michel Reiner, en Allemagne, enfin, mon collègue qui est maintenant à la retraite, regardez les différentiels, je n'ose pas vous le dire, c'est 10 fois plus, c'est obligatoire. 10 fois plus, et en supposant déjà que les formations soient d'accord. Parce que ça n'est en France que sur un tout petit pourcentage. La formation continue, ça a toujours été un bonheur de la faire. Pourquoi? Parce que ne viennent essentiellement que ceux que ça intéresse. Ça n'a... Alors c'est très bien, vaut mieux ça que rien, bien évidemment. Mais ça ne prend son sens que si c'est pour tous les enseignants. Donc ça suppose que soit repensé un système, pas toute l'année, mais qu'on voit les moments où on peut effectivement former les gens, parce que nous ne pouvons pas être le seul métier de professeur où on n'aurait jamais, tout au long d'une carrière, la possibilité de progresser par la formation continue. Or, c'est quasiment le cas à l'heure actuelle, même si on peut masquer grâce à quelques volontaires, et ça ne va pas. Et ce que je ressens quand même, pour avoir fait pas mal de réunions avec aussi bien des professeurs des écoles, de toute discipline, c'est que là, pour la première fois, de la part de tous, pas de ceux qui sont habitués, j'allais dire, au rituel de la formation, ceux qui rencontrent vraiment par hasard dans l'établissement, tous demandent et sentent le besoin. Et les IEPR disent une chose qui est claire, nous recevons aujourd'hui des professeurs qui n'ont pas été formés. Non pas que les esprits pas mal de travail, mais alors parlent de toute autre chose que du travail qu'ils vont avoir dans les classes. Le plus souvent, toujours, le caractère. Une ultime question, je laisse continuer ainsi. Très bien, les états généraux de l'activité, c'est une vision que vous êtes un peu, et vous l'avez dit ici. Et je vois bien que dans la salle, il y a des gens qui pratiquent l'enseignement, l'histoire,
pour eux, d'après vous, de votre enseignement? En quoi pensez-vous à eux dans ces termes nouveaux? Ce n'est plus une formation seulement à des successeurs, mais une formation destinée à un public dont les débouchés sont imprévisibles. C'est ce qui est très bien dans ce que nous enseignons, c'est que nous ne sommes pas là pour la reproduction de l'espèce, hein. Ou pas seulement là pour la reproduction de l'espèce. Et vous n'êtes pas un rhinocéros blanc? Non, enfin, surtout quand on est tout seul, c'est difficile. Pour la reproduction, il paraît que voilà, plusieurs. Mais je dois dire que c'est une vraie satisfaction dans une discipline quand elle voit évoluer ceux qui l'ont étudié vers des secteurs professionnels extrêmement variés, ou quand les gens, ou au moins dans la salle, des gens qui travaillent dans un autre secteur professionnel viennent vers nous parce qu'ils disent ben moi j'ai étudié la gestion, hein, et puis à un certain moment, voilà, il est là-haut, il dit bah, intellectuellement il manquait quelque chose à la fin de mes études, et alors j'ai lu Polybe. Hein, voilà, j'ai lu un étudiant qui arrive en disant j'ai lu Polybe. Asseyez-vous parce que là, il va pas bien ce garçon, il faut lui administrer quelque chose, des soins, je ne sais pas. Et il trouvait de l'intérêt à ces choses de l'Antiquité, et voilà, bah c'est très bien, c'est ce va-et-vient qu'il faut encourager. Hein. C'est pas former des gens qui aillent ensuite dans les collèges et les lycées, c'est aussi faire revenir vers nous l'Antiquité, je pense pas si mal, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour l'Antiquité. Et c'est ça qui compte, c'est est-ce que nous la construisons au fil des générations. Moi, j'ajouterais juste quelque chose dans l'autre sens. Nous avons l'expérience aussi de gens qui viennent au latin et au grec après une carrière ailleurs. Des expériences comme celle de connaissances helléniques, pour citer quelque chose qui se fait dans mon académie, ou de l'Académie des langues anciennes, montrent qu'il y a un véritable désir, non pas seulement d'antiquité, mais d'apprendre les langues anciennes de la part de gens qui viennent de tous les milieux, qui ont été médecins, qui ont été ingénieurs, été scientifiques, et qui veulent s'initier aux langues anciennes. Alors la première intervention, ce sera le gestionnaire lecteur de Polybe. C'est à vous, même sans micro. Pourquoi j'ai lu Polybe? Alors moi, c'est, je pense, le cours de latin de collège-lycée avec la traversée d'animal qui m'a totalement fasciné et qui m'a donné envie, après 5 ans ici à Paris en gestion économique, d'aller voir Madame Pitia pour lui demander si je pouvais participer à ces cours, parce que je travaille dans le numérique et dans l'innovation et que je pense que si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas avancer et sortir du cadre tant qu'il n'y a pas de cadre. Donc voilà pourquoi je me suis mis à lire Polybe. Je me suis dit pourquoi pas même faire un mémoire pendant ma vie professionnelle sur le sujet. Alors c'était quoi le mémoire sur Polybe? Alors le mémoire là c'est la traversée d'animal au niveau du sud de la France avec les relations logistiques avec les tribus gauloises. Et il y a un début Polybe sur la Révolution qui vient de paraître, sur le thème des révolutionnaires. Par juste sur la Révolution française. On lit Polybe. Et donc ils réfléchissent en termes polybiens, un peu d'oligarchie, un peu de démocratie, un peu d'aristocratie, ils sont habitués, parce que les changements ne passent pas ça. Et alors ils sont comme ils font la révolution dans les hémicycles, et Polybe ne leur sert plus à rien. Mais ils reviennent à Polybe après, méditant sur ce qui s'est passé. Bon, alors c'est un bel exemple. Il y en a d'autres qui Dans les questions, oui. qui ne sont pas professeurs. Non? Je ne suis pas professeur. Si j'arrive à dire un mot, Oui, non mais on commence par les non-professeurs. Je suis non-professeur. Alors vous avez dit. Je suis non-professeur. Est-ce que je peux dire un mot? Je voulais simplement rappeler encore une expérience. Le latin était très difficile pour moi, j'étais vraiment nulle. Et je me suis réconciliée avec César et la guerre des Gaules grâce à la visite de Saint-Germain-en-Laye et la maquette d'Alésia. Donc je pense qu'il y a un côté très concret qu'il faut absolument développer chez les élèves. Et par ailleurs, une autre chose que j'ai dit à l'Assemblée Générale de Bazac-Narella, j'ai réussi à faire moins de fautes en latin le jour où j'ai commencé l'italien. Et je pense que, vous en parliez tout à l'heure, le problème de joindre plusieurs langues ensemble, il me paraît évident que l'italien doit être lié au latin, et en plus, le latin dit par un italien, c'est tellement plus beau que dit par un français. Alors là, il y a quelque chose, franchement, c'est très
jamais je n'aurais réussi à faire du latin sans l'italien. Une intervention, monsieur, et après... Je n'avais pas spécialement demandé la parole, mais je la prends quand même. Moi, je voudrais savoir, c'est pas une question, je suis pas du tout un spécialiste de l'éducation et de l'enseignement. J'ai l'impression que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, on a des profils, notamment dans l'entreprise, dans la finance et d'autres domaines, qui ont une formation classique et qui ont fait, comme on dit, leur humanité. Je voudrais savoir où on s'est loupé en France, où on n'a pas réussi à transformer ces étudiants et ces élèves en d'autres profils intéressants pour d'autres métiers que les métiers d'enseignant. La question, si je peux répondre là-dessus, elle tient à la reconnaissance du doctorat, et pas seulement dans les filières académiques, mais aussi dans les conventions collectives, dans les niveaux d'embauche, dans la haute fonction publique, etc. Et l'enjeu, il est majeur. Nous ne sommes pas là pour la reproduction de l'espèce, je le dis une deuxième fois, peut-être une troisième de la matinée, mais ce qui est fondamental, c'est que dans un certain nombre de pays, le doctorat, qu'il soit obtenu en histoire ancienne, en philologie classique, etc., il est ensuite une valeur ajoutée dans des domaines professionnels qui ne sont pas forcément dans le prolongement direct de cette formation initiale. C'est un enjeu de société considérable et ça nécessite une révolution aussi dans le monde universitaire. D'accord, mais ce n'est pas que le doctorat. Il faut bien reconnaître, je le dis d'autant plus, ayant eu une double expérience à certains moments avec d'autres types de professions, que lorsque, en France, c'est pas possible. Si vous êtes helléniste, on vous dit vous êtes helléniste. Le fait qu'on pourrait avoir des capacités éditoriales, mais nous sommes un pays où l'étiquette commence à bouger un peu. Mais je suis désolé, si vous regardez de manière très précise ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, vous avez à la tête des grandes banques, on contraint de temps en temps en France, mais un littéraire, un philosophe, un ancien classique. Je pourrais donner des noms en France, on en a quelques-uns qu'on peut montrer. Mais nous n'avons pas cette culture, justement, de la connexion et de la capacité à comprendre, j'y reviens, c'est qu'à partir du moment où il y a des bases solides, quel que soit, j'allais dire, le parcours suivi, nous pouvons très bien découvrir, j'allais dire, des chefs d'entreprise. Enfin, il y a un potentiel qui est fourni par ces formations qui va bien au-delà et qui rayonne autrement. Et qui n'est pas limité à la discipline. Rapidement pour répondre à votre question, quant aux études en Amérique. Le système américain est totalement différent parce que, avant de fréquenter les écoles de droit ou d'économie, il leur faut faire un bachelor, c'est-à-dire 3 ans. Et alors, souvent, ils choisissent, c'est vrai, les classics. Mais c'est alors complètement différent et bien sûr aux Américains ce système va très bien mais sera très difficile à l'introduire dans tous nos pays européens. Madame. Merci. Je remercie Sylvie Pitié d'avoir abordé la question du doctorat. Ça va me permettre de rebondir, de poser ma question, plutôt d'intervenir. Je me permets d'intervenir en fait pour relayer justement, mettre un petit peu sur la table des problématiques qui semble-t-il n'ont pas été beaucoup abordées dans ces états généraux de l'Antiquité qui concernent justement le statut des jeunes enseignants-chercheurs en sciences de l'Antiquité, qu'ils soient lettres classiques, historiens ou archéologues. Donc je renvoie ceux de l'assistance que ça intéresserait à un texte qui a été écrit collectivement, qui circule et qui a été mis en ligne justement sur le site des EGA, qu'on va sans doute republier parce qu'il a eu un certain succès, il a déjà réuni plus d'une 50aine de signatures, en demandant s'il ne serait pas légitime justement à l'avenir de faire porter une session précisément sur le statut des jeunes enseignants-chercheurs en sciences de l'Antiquité, donc ceux qui sont doctorants, jeunes docteurs, qui sont aussi ou pas titulaires de concours de l'enseignement et qui se heurtent actuellement à une très très forte précarité et à une véritable pénurie en fait de postes et d'opportunités professionnelles dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je ne vais pas énumérer tous les chiffres qu'on a mis dans les statistiques qu'on a mis dans la lettre. Elle est accessible en ligne pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, on était un petit peu surpris de ne pas voir ces thématiques abordées. Ça nous semble vraiment crucial. L'enseignement secondaire, supérieur, la recherche, c'est un écosystème. Et si vous avez une partie en fait de cet écosystème qui ne va pas bien, qui n'arrive pas à valoriser ses compétences, ça met en péril en fait toute la chaîne de transmission. Et je ne veux
pas du tout avoir l'air catastrophiste, hein, mais dans ce cas-là, la question qu'on va se poser, c'est pas est-ce qu'on va décrocher en recherche dans ces disciplines-là à l'avenir, mais quand, en fait. Voilà, je vous remercie. Une réponse très rapide, c'est effectivement un problème majeur, c'est un enjeu pour la recherche dans nos domaines, mais pas seulement dans nos domaines, que la question des débouchés dans la recherche, de ce vivier de jeunes chercheurs très prometteurs. Mais un autre enjeu que je voudrais mentionner ici, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de formation continue, c'est la reconnaissance dans le secondaire du statut doctorant. Parce qu'il y a beaucoup de doctorants et des docteurs ensuite, mais déjà des doctorants. Un enseignant du secondaire qui prépare le doctorat, et il y en a, et dans nos disciplines, je crois que nous pouvons être d'accord, il y en a beaucoup, n'a pas de statut, n'est pas reconnu, et est même freiné dans son travail parce qu'on lui reproche de préparer un doctorat. Et ça, c'est absolument scandaleux, parce que, à la fois du point de vue des personnes, mais surtout du gâchis que ça représente pour l'enseignement, pour la recherche, et de manière générale, pour le niveau de culture de la Non, très rapidement, je rebondis là-dessus parce que la PHG, c'est un sujet quand même qui me préoccupe. On a beaucoup de collègues qui préparent des thèses, qui sont dans le secondaire avec des thèses. Un principal de collège ou un proviseur de lycée, il doit quand même intégrer qu'avoir dans ses équipes pédagogiques des chercheurs, soit qui publient des articles, soit qui préparent des thèses ou qui ont une thèse, c'est une plus-value, c'est pas un frein. Donc c'est pour ça qu'il faut que le ministère se saisisse à bras-le-corps de ce sujet, parce que quand un professeur demande une autorisation d'absence pour partir 2 jours pour un séminaire, il va rattraper ses cours, c'est pas la fin du monde, et il va contribuer à l'enrichissement de tous. Finir sur la formation continue, la meilleure formation continue qui soit, c'est celle qui est dispensée par des gens qui vont vous apprendre ce que vous ne savez pas et ce que vous ne savez pas faire. Bon, quand on a des formations où on a des gens qui viennent s'écouter parler, en termes de formation continue, ça peut faire bien. Merci. Je voudrais évoquer 2 points très rapidement qui sont peut-être un petit peu polémiques, mais l'Antiquité, elle a creusé des chemins depuis une dizaine, une quinzaine d'années, les études d'Antiquité, où dans la société, on met en avant une éducation basée sur les compétences et où on relègue les connaissances comme étant secondaires. Parler d'enseigner des connaissances, ça devient presque un gros mot dans l'enseignement secondaire. Ça pose problème. Je suis moi-même professeur au lycée professionnel, donc à ce titre, je suis bivalent lettres, histoire, géo. J'enseigne à des élèves pour qui l'Antiquité, c'était le mois dernier, pour beaucoup. Et quand on voit l'évolution des heures d'histoire, on parlait de la citoyenneté, et ce qui est annoncé aussi dans la réforme de la voie professionnelle, où en moins de 10 ans, ils vont perdre 2 ans complets d'enseignement de l'histoire. C'est très inquiétant pour la formation des citoyens. Et nous, à ce titre, avec notre bagage d'antiquisants, pourtant, on aurait un rôle à jouer et il ne faut pas négliger cela. Merci, monsieur. Excusez-moi, un rapide témoignage, tout comme Colib. J'ai enseigné en ZEP, donc les établissements en zone difficile, et 10 ans plus tard, j'ai un élève qui me contacte en me disant « Madame, votre cours de grec, il me permet d'aller visiter la Grèce aujourd'hui avec ma petite copine ». Donc c'est un grec non discriminant pour tous, et pas que pour les élèves qui ont des origines socio-professionnelles favorisées. Donc, je remercie aussi M. Chambé pour le rapport qu'il a écrit et qui demande que tous les élèves qui veulent en faire puissent s'inscrire et que les moyens suivent. Merci M. Chambé. Oui, merci. Je voudrais seulement dire très rapidement quelques mots sur ce qui a été dit pendant la table ronde. Celle-ci, à cette table ronde et à la précédente table ronde aussi, donc, on a beaucoup parlé de nécessaire symphonie, d'essayer de repenser, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Kerr là-dessus, d'essayer de repenser la façon dont on peut afficher et réorganiser nos enseignements. Et à ce propos, je voudrais ajouter qu'on pourrait peut-être aussi penser davantage, et là je parle aussi en tant que représentant de la Société des études médio et néo-latines, et je vois que l'humanisme
davantage à cet apport de l'humanisme des 15e, 16e siècles, parce qu'on peut penser aussi à un décloisonnement complet, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout de revenir sur la nécessaire spécialisation des formations, mais repenser un peu des périodisations qui sont parfois un peu enclavantes. Et je crois que les siècles les plus anciens gagneraient aussi à être évoqués par cet éclairage des humanistes et de montrer que finalement le latin, ce n'est pas que l'Antiquité dans des bornes chronologiques strictes. Alors je voudrais dire quelques mots. Je salue la présence parmi nous de Dominique Valérian, président de la Société des historiens du Moyen-Âge, qui est ici présent. Alors je rebondis en fait sur une intervention un petit peu plus ancienne, qui est celle de cette jeune femme qui doit être doctorante ou docteur. La SHMES, donc la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, et la SOFO ont organisé il y a 2 ans une consultation par le truchement de la PSG, qui a transmis des questionnaires aux collègues enseignants dans le secondaire qui sont soit docteurs, soit doctorants. Et parmi en fait les choses qui sont remontées, il y a évidemment toutes ces questions d'aménagement d'emploi du temps, toutes ces questions d'autorisation d'absence qui sont nécessaires notamment aux docteurs pour continuer à avoir une activité de recherche. Et quand on voit le faible nombre de postes qu'il y a en langues anciennes, mais aussi en histoire ancienne, en archéologie, c'est absolument indispensable pour l'avenir de nos disciplines des sciences de l'Antiquité. Et donc on a élaboré avec nos collègues des autres sociétés d'histoire, à l'issue de ce questionnaire, donc dépouillé par la SHMES et la SOFO, on a élaboré une demande de note au cabinet de M. Blanquer, demandant en fait qu'il y ait une application plus souple de tout ce qui concernait les détachements d'enseignants du secondaire vers les écoles françaises à l'étranger, quand ils obtenaient également des contrats doctoraux, etc. Parce que vous savez que dans certaines académies en tension, c'est extrêmement difficile pour eux d'obtenir des choses. Et puis également une note de service vis-à-vis des chefs d'établissement, des recteurs, pour qu'il y ait davantage de souplesse dans tout cela. Et nous sommes allés voir Dominique et moi, avec nos 2 collègues de l'association des modernistes des universités françaises, des historiens modernistes, et des historiens contemporanéistes, il y a une dizaine de jours, M. Coulon, qui est le conseiller de M. Macron pour tout ce qui concerne l'éducation. Et donc, on nous a expliqué que ce type de communication verticale entre le ministère et puis les chefs d'établissement n'était pas à l'ordre du jour, et que c'était aux chefs d'établissement d'intégrer en fait la plus-value que représentait pour eux le fait d'avoir chez eux des gens poursuivant une activité de recherche. Donc il est clair que tout repose sur cette reconnaissance du doctorat qui ne fait pas débat dans les pays anglo-saxons et sur lesquels en France on a une très grande ambiguïté malgré l'adoption du système LMD. Donc il y a quelque chose de totalement gênant dans cette année. Merci madame. Deux brèves interventions. Oui, j'ai juste 2 remarques. Marie-Rose Fucci, je suis helléniste. Je voudrais revenir sur cette folie du CAPES, l'admissibilité du CAPES à la fin du L3. J'ai été associée au moment des constructions de l'ESP, comme beaucoup d'universitaires, aux maquettes de l'ESP. Et à ce moment-là, il était question, encore pour éviter que les gens démissionnent, que les jeunes professeurs démissionnent, il était question de faire un encadrement, quand ils étaient professeurs en titre, un encadrement de 2 ans. C'est passé complètement à la trappe. Et là, l'une des raisons de l'admissibilité au CAPES en L3, c'est que les jeunes professeurs, la première année, démissionnent. Or, s'ils démissionnent, c'est 1, parce qu'ils ne sont pas suivis et pas encadrés, et 2, parce qu'ils ne savent pas assez de choses. Donc, il faut vraiment que le disciplinaire revienne. La deuxième remarque, ce sera juste une remarque. Ce qui m'étonne beaucoup, on parle de l'Antiquité depuis hier, comme si c'était un acquis que chacun relisait à sa manière. Or, l'Antiquité, c'est terriblement vivant. Comme Sylvie Pittia et Emmanuel Leclerc se disputent comme elles peuvent se disputer sur un texte ou sur quelque chose, c'est parce que le texte résiste. Je vous donnerai juste un exemple. Le début de l'Odyssée, Andra Polytrocon, on traduit l'homme aux 1000 tours. C'est une aberration.
il y a 5 traductions à donner de cette chose-là. Et il y a une Anglaise qui a été tellement désespérée par le nombre de traductions qu'elle a traduit par un homme complexe, ce qui n'est pas une traduction. Donc je crois que le retour à la langue, c'est absolument vital. Voilà, ça va créer une belle conclusion. Merci beaucoup. Le professeur Lacan disait qu'il y avait 26 façons de dire chaque mot. Une dernière intervention. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. On va la conclusion. Voilà, merci. Merci beaucoup. Les États généraux s'arrêtent en quelques instants. Nous reprenons les débats à 14h30 pour une dernière table ronde. Ensuite, il y aura donc une conclusion. Ce n'est pas possible, par exemple, j'ai dirigé l'UNICEF au début. Après, si vous voulez, on n'a pas pris en compte le fait qu'on pouvait avoir des capacités éditoriales, mais nous sommes un pays où l'étiquette commence à bouger un peu. Mais je suis désolé, si vous regardez de manière très précise ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, vous avez à la tête des grandes banques, contraintes de temps en temps en France, mais un littéraire, un philosophe, un ancien maître classique. Je pourrais donner des noms en France, on en a quelques-uns qu'on peut montrer. Mais nous n'avons pas cette culture, justement, de la connexion et de la capacité à comprendre, et j'y reviens, c'est qu'à partir du moment où il y a des bases solides, quel que soit, j'allais dire, le parcours suivi, nous pouvons très bien découvrir, j'allais dire, des chefs d'entreprise. Enfin, il y a un potentiel qui est fourni par ces formations qui va bien au-delà et qui rayonne autrement. Et qui n'est pas limité à la discipline. Rapidement, pour répondre à votre question, quant aux études en Amérique, le système américain est totalement différent parce que, avant de fréquenter les écoles de droit ou d'économie, il leur faut faire un bachelor, c'est-à-dire 3 ans. Et alors, souvent, ils choisissent, c'est vrai, les classiques. Mais c'est alors complètement différent et bien sûr aux Américains ce système va très bien mais sera très difficile à l'introduire dans tous nos pays européens. Madame. Merci. Je remercie Sylvie Pitié d'avoir abordé la question du doctorat. Ça va me permettre de rebondir, de poser ma question, plutôt d'intervenir. Je me permets d'intervenir en fait pour relayer justement, mettre un petit peu sur la table les problématiques qui semble-t-il n'ont pas été beaucoup abordées dans ces états généraux de l'Antiquité, qui concernent justement le statut des jeunes enseignants-chercheurs en sciences de l'Antiquité, qu'ils soient lettres classiques, historiens ou archéologues. Donc je renvoie ceux de l'assistance que ça intéresserait à un texte qui a été écrit collectivement, qui circule et qui a été mis en ligne justement sur le site des EGA, qu'on va sans doute republier parce qu'il a eu un certain succès, il a déjà réuni plus d'une 50aine de signatures, en demandant s'il ne serait pas légitime justement à l'avenir de faire porter une session précisément sur le statut des jeunes enseignants-chercheurs en sciences de l'Antiquité, donc ceux qui sont doctorants, jeunes docteurs, qui sont aussi ou pas titulaires de concours de l'enseignement et qui se heurtent actuellement à une très très forte précarité et à une véritable pénurie en fait de postes et d'opportunités professionnelles dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je ne vais pas énumérer tous les chiffres qu'on a mis dans les statistiques qu'on a mis dans la lettre, elle est accessible en ligne pour ceux que ça intéresse, mais voilà, on était un petit peu surpris de ne pas voir ces thématiques abordées, ça nous semble vraiment crucial. L'enseignement secondaire, supérieur, la recherche, c'est un écosystème, et si vous avez une partie en fait de cet écosystème qui ne va pas bien, qui n'arrive pas à valoriser ses compétences, ça met en péril en fait toute la chaîne de transmission. Et je ne veux pas du tout avoir l'air catastrophiste, mais dans ce cas-là, la question qu'on va se poser, c'est pas est-ce qu'on va décrocher en recherche dans ces disciplines-là à l'avenir, mais quand en fait. Voilà, je vous remercie. Une réponse très rapide, c'est effectivement un problème majeur, c'est un enjeu pour la recherche dans nos domaines, mais pas seulement dans nos domaines, que la question des débouchés dans la recherche, de ce vivier de jeunes chercheurs très prometteurs. Mais un autre enjeu que je voudrais mentionner ici, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de formation continue, c'est la reconnaissance dans le secondaire du statut doctorant. Parce qu'il y a beaucoup de doctorants et des docteurs ensuite, mais déjà des doctorants.
un enseignant du secondaire qui prépare le doctorat, et il y en a, et dans nos disciplines, là, je crois que nous pouvons être d'accord, il y en a beaucoup, n'a pas de statut, n'est pas reconnu, et est même freiné dans son travail parce qu'on lui reproche de préparer un doctorat. Et ça, c'est absolument scandaleux, parce que, à la fois du point de vue des personnes, mais surtout du gâchis que ça représente pour l'enseignement, pour la recherche, et de manière générale, pour le niveau de culture de la Non, très rapidement, je rebondis là-dessus, parce que la PHG, c'est un sujet quand même qui nous préoccupe. On a beaucoup de collègues qui préparent des thèses, qui sont dans le secondaire avec des thèses. Un principal de collège ou un proviseur de lycée, il doit quand même intégrer qu'avoir dans ses équipes pédagogiques des chercheurs, soit qui publient des articles, soit qui préparent des thèses ou qui ont une thèse, c'est une plus-value, c'est pas un frein. Donc c'est pour ça qu'il faut que le ministère se saisisse à bras-le-corps de ce sujet, parce que quand un professeur demande une autorisation d'absence pour partir 2 jours pour un séminaire, il va rattraper ses cours, c'est pas la fin du monde, et il va contribuer à l'enrichissement de tous. Finir sur la formation continue, la meilleure formation continue qui soit, c'est celle qui est dispensée par des gens qui vont vous apprendre ce que vous ne savez pas et ce que vous ne savez pas faire. Bon, quand on va à des formations où on a des gens qui viennent pour s'écouter parler, en termes de formation continue, ça ne fait pas bien. Merci. Je voudrais évoquer 2 points très rapidement qui sont peut-être un petit peu polémiques, mais l'Antiquité, elle a croisé des chemins depuis une dizaine, une quinzaine d'années, les études d'Antiquité, où dans la société, on met en avant une éducation basée sur les compétences et où on relègue les connaissances comme étant secondaires. Parler d'enseigner des connaissances, ça devient presque un gros mot dans l'enseignement secondaire. Ça pose problème. Je suis moi-même professeur au lycée professionnel, donc à ce titre, je suis bivalent lettres, histoire, géo. J'enseigne à des élèves pour qui l'Antiquité, c'était le mois dernier, pour beaucoup. Et quand on voit l'évolution des heures d'histoire, on parlait de la citoyenneté, et ce qui est annoncé aussi dans la réforme de la voie professionnelle, où en moins de 10 ans, ils vont perdre 2 ans complets d'enseignement de l'histoire. C'est très inquiétant pour la formation des citoyens. Et nous, à ce titre, avec notre bagage d'antiquisants, pourtant, on aurait un rôle à jouer et il ne faut pas négliger cela. Merci, monsieur. Excusez, un rapide témoignage, tout comme Colib. J'ai enseigné en ZEP, donc les établissements en zone difficile, et 10 ans plus tard, j'ai un élève qui me contacte en me disant « Madame, votre cours de grec, il me permet d'aller visiter la Grèce aujourd'hui avec ma petite copine. » Donc c'est un grec non discriminant pour tous, et pas que pour les élèves qui ont des origines socio-professionnelles favorisées. Donc, je remercie aussi M. Chandré pour le rapport qu'il a écrit et qui demande que tous les élèves qui veulent en faire puissent s'inscrire et que les moyens suivent. Merci, M. Chandré. Oui, merci. Je voudrais seulement redire très rapidement quelques mots sur ce qui a été dit pendant la table ronde. Celle-ci, à cette table ronde et à la précédente table ronde aussi. Donc, on a beaucoup parlé de nécessaire symphonie, d'essayer de repenser, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Kerr là-dessus, d'essayer de repenser la façon dont on peut afficher et réorganiser nos enseignements. Et à ce propos, je voudrais ajouter qu'on pourrait peut-être aussi penser davantage, et là je parle aussi en tant que représentant de la Société des études médio et néo-latines, et je vois que l'humanisme figure quand même dans notre intitulé, davantage à cet apport de l'humanisme des 15e, 16e siècles, parce qu'on peut penser aussi à un décloisonnement complet, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout de revenir sur la nécessaire spécialisation des formations, mais repenser un peu des périodisations qui sont parfois un peu enclavantes, et je crois que les siècles les plus anciens gagneraient aussi à être évoqués par cet éclairage des humanistes et de montrer que finalement le latin ce n'est pas que l'Antiquité dans des bornes chronologiques strictes. Alors je voudrais dire quelques mots. Je salue la présence parmi nous de Dominique Valère
de la Société des historiens du Moyen-Âge, qui est ici présent. Alors je rebondis en fait sur une intervention un petit peu plus ancienne, qui est celle de cette jeune femme qui doit être doctorante ou docteur. La SHMES, donc la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, et la SOFO ont organisé il y a 2 ans une consultation par le truchement de la PSG qui a transmis des questionnaires aux collègues enseignants dans le secondaire qui sont soit docteurs, soit doctorants. Et parmi en fait les choses qui sont remontées, il y a évidemment toutes ces questions d'aménagement d'emploi du temps, toutes ces questions d'autorisation d'absence qui sont nécessaires notamment aux docteurs pour continuer à avoir une activité de recherche. Et quand on voit le faible nombre de postes qu'il y a en langues anciennes, mais aussi en histoire ancienne, en archéologie, c'est absolument indispensable pour l'avenir de nos disciplines, des sciences de l'Antiquité. Et donc on a élaboré avec nos collègues des autres sociétés d'histoire, à l'issue de ce questionnaire, donc dépouillé par la SHMES et la SOFO, on a élaboré une demande de note au cabinet de M. Blanquer, demandant en fait qu'il y ait une application plus souple de tout ce qui concernait les détachements d'enseignants du secondaire vers les écoles françaises à l'étranger, quand ils obtenaient également des contrats doctoraux, etc. Parce que vous savez que dans certaines académies en tension, c'est extrêmement difficile pour eux d'obtenir des choses. Et puis également une note de service vis-à-vis des chefs d'établissement, des recteurs, pour qu'il y ait davantage de souplesse dans tout cela. Et nous sommes allés voir Dominique et moi, avec nos 2 collègues de l'association des modernistes des universités françaises, des historiens modernistes, et des historiens contemporanéistes, il y a une dizaine de jours, M. Coulon, qui est le conseiller de M. Macron pour tout ce qui concerne l'éducation. Et donc, on nous a expliqué que ce type de communication verticale entre le ministère et puis les chefs d'établissement n'était pas à l'ordre du jour, et que c'était aux chefs d'établissement d'intégrer en fait la plus-value que représentait pour eux le fait d'avoir chez eux des gens poursuivant une activité de recherche. Donc il est clair que tout repose sur cette reconnaissance du doctorat qui ne fait pas débat dans les pays anglo-saxons et sur lesquels en France on a une très grande ambiguïté malgré l'adoption du système LMD. Donc il y a quelque chose de totalement gênant dans cette affaire. Merci madame. Deux brèves interventions. Oui, j'ai juste 2 remarques. Marie-Rose Gelfucci, je suis helléniste. Je voudrais revenir sur cette folie du CAPES, l'admissibilité du CAPES à la fin du Vel3. J'ai été associée au moment des constructions de l'ESP, comme beaucoup d'universitaires, aux maquettes de l'ESP. Et à ce moment-là, il était question, encore pour éviter que les gens démissionnent, que les jeunes professeurs démissionnent, il était question de faire un encadrement, quand ils étaient professeurs en titre, un encadrement de 2 ans. C'est passé complètement à la trappe. Et là, l'une des raisons de l'admissibilité au CAPES en L3, c'est que les jeunes professeurs, la première année, démissionnent. Or, s'ils démissionnent, c'est 1, parce qu'ils ne sont pas suivis et pas encadrés, et 2, parce qu'ils ne savent pas assez de choses. Donc, il faut vraiment que le disciplinaire revienne. La deuxième remarque, ce sera juste une remarque. Ce qui m'étonne beaucoup, on parle de l'Antiquité depuis hier, comme si c'était un acquis que chacun relisait à sa manière. Or, l'Antiquité, c'est terriblement vivant. Comme Sylvie Pittia et Emmanuel Lecaire se disputent comme elles peuvent se disputer sur un texte ou sur quelque chose, c'est parce que le texte résiste. Je vous donnerai juste un exemple. Le début de l'Odyssée, Andra Polytropon, on traduit l'homme aux 1000 tours. C'est une aberration. Il y a 5 traductions à donner de cette chose-là. Et il y a une Anglaise qui était tellement désespérée par le nombre de traductions qu'elle a traduit par un homme complexe, ce qui n'est pas une traduction. Donc je crois que le retour à la langue, c'est absolument vital. Voilà, ça va créer une belle conclusion. Merci beaucoup. Je suis d'accord, il disait qu'il y avait 26 façons de dire chaque mot. Une dernière intervention. Non. Voilà, merci beaucoup.